6 000 ouvriers, 10 Tours de France, 3 203 865 000 vélos en une seule année. Pendant un siècle, l'usine Peugeot de Beaulieu, à Mandeur, dans le Doubs, a été le cœur du deux roues français, le berceau où Armand Peugeot lança le premier vélocipède de la dynastie, où le maillot à damier est né, où le légendaire 103 a donné à des millions d'adolescents leur premier goût de la route. Puis, décision après décision, tout a été démonté. L'équipe cycliste retirée pour 1 million de francs, les chaînes vélos fermées, la marque concédée à un Suédois, les scooters vendus à un Indien, le reste transmis à un fonds allemand. Il reste aujourd'hui 250 salariés et une statue de Granby à l'entrée des friches. C'est l'histoire d'une dynastie de meuniers protestants qui a bâti un empire, d'une saignée méthodique en 11 actes sur 39 ans, et d'un territoire, le pays de Montbéliard, dont la mémoire ouvrière refuse encore de s'éteindre. Si ces histoires industrielles comptent pour vous, celles qu'on ne raconte pas assez, celles des usines, des ouvriers et des décisions qui ont tout changé, abonnez-vous à cette chaîne. C'est le meilleur moyen de s'assurer que la prochaine ne vous échappe pas. Chapitre 1. Le moulin, l'acier et le lion. Jean-Pierre Ier Peugeot, dit Pierrot, est tisserand et teinturier à Héry-Moncourt, dans le Doubs, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. La famille est attestée à Vendoncourt depuis le XVe siècle, des protestants luthériens dans un pays qui restera longtemps à la marge du catholicisme français. Pierrot est devenu maire d'Héry-Moncourt. Il a 4 fils, Jean-Pierre II, Jean-Frédéric, Charles-Christophe et Jean-Jacques II. Il leur transmet une affaire textile et meunière, modeste, solidement enracinée dans les vallées du Doubs. Aucun de ses 4 fils ne sait encore qu'il tient dans les mains les fondations d'un empire. Le tournant a une date précise, 1810, et un lieu, le moulin de Soucratet à Héry-Moncourt. Jean-Pierre II et Jean-Frédéric Peugeot décident de transformer ce moulin à grains en fonderie d'acier. La raison est militaire. L'armée impériale de Napoléon a besoin de lames, de ressorts, de pièces métalliques. Les frères Peugeot répondent à la commande. Le 26 septembre 1810, Jean-Pierre II s'associe avec Jacques Maillard-Salin pour fonder ce qui deviendra, par avatars successifs, Peugeot Frères Aînés et compagnie en 1819, Peugeot Frères Aînés, Calam, Maillard-Salin en 1825, Peugeot Frères Aînés en 1832, les établissements Peugeot Frères. L'invention première, ce sont les scies, des lames. Pas n'importe lesquelles. En 1812, 2 ans après la fondation, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale leur décerne une médaille d'or. En 1818, brevet déposé pour le laminage à froid, à chaud, recuit et redressage des lames de scie. Ce qui sort de Soucratet, ce ne sont pas des outils ordinaires. Ce sont des lames dont la qualité est reconnue par les institutions de la République avant même que la République ne soit stable. Les frères Peugeot ont compris une chose que beaucoup de meuniers français n'ont pas comprise. L'acier, dans cette vallée, a plus d'avenir que la farine. En 1825, la croissance impose un nouveau site. L'usine de Valentinier est érigée au bord du Doubs, en aval d'Héry-Moncourt, pour le laminage à chaud. La rivière fournit la force motrice. Le Doubs, dans cette portion de vallée, sera pendant 1 siècle et demi le moteur hydraulique de l'Empire Peugeot. Chaque usine posée sur sa berge comme un moulin posé sur un bief. Puis vient la diversification, et c'est ici que l'histoire devient proprement stupéfiante. En 1840, les Peugeot lancent le moulin à café modèle R. Un objet domestique, un cylindre de fonte et de bois que l'on tourne à la main le matin dans chaque cuisine bourgeoise de France. La production atteindra 400 000 pièces par an. Des tondeuses pour chevaux de l'armée. Des ressorts d'horlogerie pour les manufactures franc-comtoises. Des baleines et des busques de corset, ces tiges d'acier flexibles qui maintenaient bas la silhouette des femmes du Second Empire dans le moule de la respectabilité. Des crinolines pour les robes. 24 000 cages par mois en 1855. Des machines à coudre à partir de 1867. Peugeot fabriquait tout. Un objet quotidien sur 2 dans la France bourgeoise du XIXe siècle pouvait sortir de Valentinier ou d'Héry-Moncourt. C'était une famille qui avait compris que l'acier bien travaillé prenait la forme de n'importe quel besoin.
L'usine de Beaulieu naît en 1853 sur la rive droite du Doubs, à cheval entre Valentigney et Mandeure. Certaines sources patrimoniales retiennent 1856, mais le site est actif dès le milieu de la décennie. C'est l'usine d'aval des frères Peugeot, accolée à l'usine mère de Soucratet. Beaulieu. Le nom est joli. Le site est vaste, et il restera pendant plus d'un siècle le cœur battant de l'activité deux roues de la dynastie. La même année que Beaulieu, 1853, Peugeot crée une assurance mutuelle sociale pour ses ouvriers. Près de 92 ans avant la sécurité sociale. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du paternalisme protestant, lucide et structuré, signé Émile Peugeot et sa fille Lucie. La caisse de pension pour les veuves existait déjà depuis 1811. Un hôpital avait été construit à Valentigney. La journée de 10 heures était en vigueur depuis 1869, 33 ans avant que la loi française ne l'impose. Les Peugeot ne faisaient pas cela par bonté d'âme, ou pas seulement. Ils le faisaient parce que des ouvriers soignés, logés et raisonnablement traités restaient. Et dans une vallée du Doubs, où la main-d'œuvre qualifiée ne tombait pas du ciel, un ouvrier qui restait valait plus qu'un ouvrier qu'on devait remplacer. Le lion, lui, a une date de naissance et un auteur. En 1847, Jules Ier et Émile Peugeot commandent à Justin Blazer, orfèvre-graveur de Montbéliard, un emblème pour leur produit. Blazer dessine un lion, pas n'importe quel lion. Un lion qui marchait sur une flèche, symbole des trois qualités que les Peugeot voulaient associer à leur lame de scie. Résistance des dents, souplesse de l'échine, rapidité du bond. Le lion est apposé sur les scies à partir de 1850. Il est déposé officiellement le 20 novembre 1858. Il ne migrera sur les automobiles qu'en 1905. Le lion, à l'origine, n'est pas un symbole de voiture, c'est un symbole d'acier. Et c'est dans cet univers d'acier, de moulins à café, de crinoline et de paternalisme luthérien qu'un jeune homme de Valentigney va introduire l'objet qui changera tout. La roue. Chapitre 2. L'homme qui voulait des roues. Armand Peugeot naît à Valentigney le 18 juin 1849. Il était le fils de la dynastie, l'héritier d'un empire de lames et de busques, mais son regard est ailleurs. Diplômé de l'École centrale des arts et manufactures de Paris en 1871, il part en stage dans une usine métallurgique à Leeds, en Angleterre. C'est là que le basculement se produit. À Leeds, dans les rues enfumées de l'Angleterre victorienne, Armand découvre la mode anglaise du vélocipède. Ses grandes roues, ses cadres d'acier, ses mécaniques légères que les gentlemen anglais chevauchent dans les parcs et sur les routes de campagne. Armand comprend immédiatement. Ce n'est pas un jouet. C'est un marché. Rentré en France, il devient en 1875 l'un des gérants de Peugeot Frères. Il dirige les usines d'Hérimoncourt, 900 ouvriers, puis Valentigney. Il sera maire d'Hérimoncourt, puis de Valentigney, de 1888 à 1900. Mais ce qui l'occupe vraiment, ce n'est ni la politique locale, ni les moulins à café. C'est le vélo. Le 6 juin 1885, lors d'une réunion des associés de la maison Peugeot, Armand déclare « Nous devons nous intéresser à la fabrication de vélocipèdes et de tricycles ». La phrase est sèche. Elle ne contient aucun lyrisme. Elle contient un empire. L'année suivante, à Beaulieu, sort en série le Grand Bi, le français numéro 1, grande roue avant de 1,36 m, petite roue arrière de 40 cm, fabriquée par un atelier de 300 ouvriers à Montbéliard. La date officielle de naissance des cycles Peugeot est 1882 pour le premier prototype, 1885-1886 pour la production de série. Beaulieu sera le berceau. Il le restera pendant un siècle. En 1890, 8 000 à 10 000 bicyclettes sortent déjà chaque année de Beaulieu. La même année est lancée la Lion, bicyclette de 22 kg destinée à la clientèle féminine, un des premiers vélos au monde conçus spécifiquement pour les femmes. Mais Armand a vu autre chose à Paris. Au Salon universel de 1899, Peugeot expose 4 prototypes automobiles du type 1 à vapeur Serpollet. En novembre, à Valentigney, Armand reçoit Émile Levasseur
et Gottlieb Daimler pour signer un accord d'approvisionnement en moteur à essence. 1891. Le Type 3, premier quadricycle à essence en série, suit la course Paris-Brest-Paris sur 2045 km à 14,7 km/h de moyenne. Armand voit l'avenir dans les 4 roues. Son cousin Eugène Ier Peugeot ne le voit pas. La fracture est consommée le 2 avril 1896. Armand, en désaccord profond avec Eugène, hostile à l'investissement automobile, se sépare des fils de Peugeot frères. Il fonde la Société anonyme des automobiles Peugeot, statut déposé à Lille. Eugène, lui, conserve à Valentinier et Beaulieu les bicyclettes, les motos, les tricycles, les outils, les ménagers, les moulins à café. Tout ce qui n'a pas 4 roues, cette scission de 1896 est l'acte fondateur de toute l'histoire qui suit. Elle est la fissure originelle. Pendant près d'un siècle, 2 Peugeot vivront côte à côte dans les mêmes vallées du Doubs, l'une dans l'orbite automobile, l'autre dans celle des 2 roues. Elles cohabiteront, se rapprocheront, fusionneront, et cette fusion sera le début de la fin, parce que dans un groupe dominé par la voiture, le vélo et le cyclomoteur ne seront jamais autre chose qu'un héritage encombrant. Mais en 1896, personne ne sait cela. En 1896, Paul Bourillon devient champion du monde de vitesse cycliste sur une Peugeot. En 1898, au 7e salon du cycle et de l'automobile à Paris, Eugène présente un prototype de motocyclette à moteur de Dillon-Bouton. Les 2 roues de Beaulieu n'ont pas besoin d'Armand. Elles ont leur propre élan. Et cet élan va les porter pendant 3/4 de siècle. Chapitre 3. 10 maillots jaunes et une usine monde. La réunification intervient en février 1910. Les 2 branches Peugeot fusionnent sous la Société anonyme des automobiles et Cycle Peugeot. À cette date, les cycles représentent encore 60% du chiffre d'affaires. L'automobile est une promesse. Le vélo est une réalité. Robert Ier Peugeot prend la tête de la dynastie à la mort d'Armand le 4 février 1915. Pendant la Première Guerre mondiale, les usines Peugeot tournent à plein régime. 63 000 bicyclettes par an, 9 000 véhicules militaires, 1069 motocyclettes pour l'armée, 10 000 moteurs d'avion, 6 millions d'obus. À Beaulieu, les ateliers qui assemblèrent des grands bis 30 ans plus tôt produisent désormais pour les tranchées. La guerre, dans l'histoire industrielle française, est toujours un accélérateur. Elle l'est pour Peugeot comme elle l'est pour Renault, pour Citroën, pour Schneider. Les usines qui survivent à la guerre sortent de l'autre côté plus grandes, plus outillées, plus ancrées dans l'économie nationale. L'extension d'après-guerre porte Beaulieu à 3000 personnes. En 1922, l'usine produit 120 tonnes la bicyclette par an. La création officielle de la Société anonyme des cycles Peugeot, la fameuse SACP, intervient le 31 août 1926. Les cycles Peugeot ont désormais leur propre entité juridique, leur propre comptabilité, leur propre destin, du moins en apparence. Mais c'est sur les routes de France que la légende parallèle s'écrit. L'équipe cycliste Peugeot est officiellement créée en 1901. Elle remportera 10 Tours de France, record absolu pour un constructeur de cycle, 10 victoires, 10 noms inscrits dans le marbre du sport français, Louis Trousselier en 1905, René Potier en 1906, Lucien Petit-Breton en 1907 et 1908, le premier doublé, Philippe Thys en 1913 et 1914, Firmin Lambeau en 1922. Puis, le silence des décennies d'après-guerre, la traversée du désert. Avant le retour. Roger Pingeon en 1967, Bernard Thévenet en 1975 et 1977. Et entre ces noms, d'autres qui n'ont pas gagné le Tour mais qui ont gagné autre chose. Hippolyte Aucouturier sur Paris-Roubaix, Tom Simpson, Eddy Merckx, Robert Millar, Steven Roche, Phil Anderson, Sean Yates, Pascal Simon, Gilbert Duclos-Lassalle, Jacques Esclassan. Pendant 85 ans, de 1901 à 1986, l'équipe Peugeot sera présente sur les routes du peloton professionnel. 85 ans. C'est plus long que la plupart des carrières industrielles. C'est plus long que la plupart des dynasties. Le maillot blanc à damier noir et blanc apparaît en 1963.
C'est l'œuvre de M. Domange, directeur commercial du groupe, secondé par Gaston Plot, le directeur sportif. La raison de ce motif est purement télévisuelle. En 1963, la télévision française diffuse encore en noir et blanc. Les couleurs traditionnelles bleu et jaune de la Franche-Comté, portées par l'équipe depuis des décennies, deviennent invisibles à l'écran. Le damier, lui, claque. Il se distingue dans le peloton. Il évoque aussi le drapeau d'arrivée des courses automobiles. Cohérence de marque dans un groupe qui fabrique des voitures et des vélos. Ce maillot deviendra l'icône même du cyclisme français. Encore aujourd'hui, un demi-siècle après sa disparition du peloton, le damier Peugeot est l'un des motifs les plus reconnus de l'histoire du sport. Tom Simpson, l'anglais, signe chez Peugeot en 1963. Il gagne Bordeaux-Paris, Milan-San Remo en 1964, le championnat du monde sur route en 1965 à San Sebastian. Le 13 juillet 1967, Simpson s'écroule sur les pentes du Mont Ventoux à 1500 mètres du sommet. 3 tubes de tonédron dans les poches de son maillot à damier. Il meurt en compétition sur une Peugeot dans les couleurs de la marque. Le drame accélère la mise en place des contrôles antidopage. C'est aussi la première grande blessure de l'équipe, un coureur mort au travail, comme un ouvrier tombé au pied d'une machine. Eddy Merckx, lui, débarque chez Peugeot BP Michelin en 1966, après une saison ratée chez Solo Superia. 20 000 francs par mois. Tom Simpson, le mentor. Merckx y gagne 2 Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, le championnat du monde 1967 à Heerlen. Puis il part chez Faema fin 1967 et devient le plus grand coureur de l'histoire du cyclisme. Mais ses premières victoires professionnelles, c'est Peugeot qui les a portées. Bernard Thévenet court chez Peugeot de 1970 à 1979. En 1975, à Pralou, il met fin à la domination de Merckx. Et c'est un coureur Peugeot qui le fait, sur un vélo Peugeot dans le maillot à damier. Pascal Simon portera le maillot jaune au Tour 1983 pendant 6 jours, omoplate fracturée, avant d'abandonner. Ce sera la dernière fois qu'un coureur Peugeot porte le maillot jaune sur le Tour de France. Les vélos qui portent ces champions ne sont pas n'importe lesquels. Le PX10 apparaît dès 1953 et reste la référence du peloton pendant 2 décennies. Cadre Renault, 531 double butted, raccord Nervex Pro, pédalier Stronglight, dérailleur simplex, frein Mafac, jantes Mavic. 9,5 kg sur la balance. $250 en 1972 aux États-Unis, où la Bike Boom américaine en fait l'un des vélos de course les plus vendus au monde. Eddy Merckx débute professionnel sur PX10. Tom Simpson en pilote 1 sur le Ventoux. Le Pays 10, qui lui succède en 1974, porte Bernard Thévenet vers ses 2 victoires au Tour. La crédibilité technique est renforcée par les chaînes Peugeot, fabriquées par sa filiale C10, créée en 1946, un temps premier producteur mondial de chaînes de bicyclettes. Sur les routes et dans les usines, Peugeot règne. Mais c'est à Beaulieu qu'un autre produit va naître. Celui qui marquera, plus encore que le vélo de course, la mémoire collective de la France. Après les ancêtres, les modèles PHV et BMA, le Peugeot BB est lancé fin 1956 avec son moteur 49 cm3 Peugeot. C'est la première grande gamme de cyclomoteurs. Suivent les Peugeot 101 et 102 à la fin des années 60, puis le 104 cyclomoteur en 1971. Mais le coup de maître, celui qui va ancrer Peugeot dans l'imaginaire d'une génération entière, arrive à l'automne 1971. Le Peugeot 103, étudié par l'ingénieur Edmond Padovani, ancien directeur technique de Terreau, monocylindre, 2 temps de 49,4 cm3, admission à clapet, transmission par variateur, bridé à 45 km/h, cadre poutre, bras oscillants articulés sur le moteur. Un objet mécanique simple, robuste, réparable avec une clé de 12 et un tournevis. Un objet qui ne coûte pas cher, qui ne tombe pas en panne, ou si peu, et qui va donner à des millions d'adolescents français leur premier goût de la liberté.
Padovani ne le sait pas encore, mais il vient de dessiner l'un des 2 roues les plus produits de l'histoire mondiale. 3 millions d'exemplaires en 46 ans. Et tout commence ici, à Beaulieu, sur les chênes de Mandeur, dans cet automne 1971, où personne ne peut imaginer que l'usine qui enfante cette machine sera un jour vidée de ses ouvriers. Chapitre 4. Les chênes de Beaulieu. Pour comprendre ce qui a été perdu, il faut d'abord comprendre ce qui existait. Et pour comprendre ce qui existait à Beaulieu dans les années 70, il faut y entrer. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin de janvier 1975. Il fait encore nuit. Le Doubs est invisible en contrebas, mais on l'entend. Ce murmure continu de rivière de plaine qui accompagne chaque journée de travail depuis 1853. La sirène n'a pas encore sonné, mais le parking se remplit déjà. Des R4, des R16, des 404, des 504, des Peugeot évidemment, dans un pays qui achète les voitures qu'il fabrique. Et des bus. Les bus d'entreprise Peugeot qui sillonnent le pays de Montbéliard, ramassant les ouvriers dans les cités, les déposant devant les portails. 13 500 salariés sont transportés chaque jour par ces bus et ces trains Peugeot, entre Sochaux, Beaulieu et les dizaines de communes qui vivent autour. Le territoire entier est en mouvement vers l'usine. À 6 heures, la sirène sonne. Les hommes passent le portail. La pointeuse claque. La journée commence. Beaulieu, au milieu des années 70, ce n'est pas une usine. C'est un monde. Rue du 17 novembre, à Mandeur, le site s'étend sur des dizaines d'hectares entre la route et le Doubs, un ensemble de halles, d'ateliers, de bâtiments administratifs, de magasins, de cantines, accumulés sur plus d'1 siècle d'activité. Il y a le building, les bureaux administratifs, blocs de béton et de verre plantés au milieu du complexe comme un quartier général. Il y a les ateliers vélos où les cadres sont soudés, peints, assemblés. Il y a les chaînes cyclomoteurs où le 103 prend forme pièce par pièce, moteur, cadre-poutre, variateur, roue, selle, guidon. Il y a les ateliers moto, plus petits, plus spécialisés. Il y a les magasins de pièces détachées, les quais d'expédition, la cantine. Sur les chaînes du 103, le travail est cadencé mais pas inhumain. Le cyclomoteur est un objet de taille moyenne, plus petit qu'une voiture, plus complexe qu'un vélo. Chaque poste a sa tâche. Un homme fixe le moteur sur le cadre. Un autre ajuste le variateur. Un troisième monte les roues. Un quatrième pose les câbles de frein. Au bout de la chaîne, un contrôleur vérifie, essaie, signe. Le 103 sort. Il est mis en caisse. Il part vers les concessionnaires, vers les magasins de cycles, vers les cours de récréation de France. La cadence est soutenue. À l'apogée, en 1973, 786 137 cyclomoteurs sortent des chaînes Peugeot, toutes usines confondues. C'est plus de 2000 par jour. Plus de 250 par heure de travail. Chaque minute, 4 ou 503 quittent les chaînes, emballés, prêts à donner à un adolescent de 14 ans son premier goût de la route. Le bruit des chaînes est spécifique. Ce n'est pas le vacarme assourdissant d'une aciérie ou le rugissement d'une forge. C'est un ronronnement mécanique continu. Le cliquetis des outils pneumatiques, le sifflement des pistolets à peinture dans les cabines, le claquement sourd des presses d'emboutissage des cadres, le bourdonnement des bancs d'essai où chaque moteur est testé avant montage. Et par-dessus ce fond sonore, les voix. Les ouvriers se parlent. Ils se parlent en français, en arabe, en turc, en serbo-croate, en portugais. Les chaînes de Beaulieu sont un condensé du monde ouvrier de la France des années 70, un monde où des hommes venus de 3 continents assemblent un objet qui sera conduit par les enfants de la classe moyenne française sur les routes de campagne du Jura et de Franche-Comté. Côté vélo, les ateliers sont différents. Plus de finesse, moins de cadence. Le brasage des cadres, en particulier, reste un geste d'artisan. Un braseur qualifié chauffe le raccord Nervex, fait couler l'alliage d'argent, lie le tube au manchon avec une précision millimétrique. La peinture suit. Chaque cadre passe dans les cabines, reçoit sa couleur, le blanc des vélos de course, le bleu des utilitaires, le vert métallisé des sportifs. Puis le montage, pédalier Stronglite, dérailleur simplex, frein Mafac,
jantes Mavic, selle idéale. Chaque composant vient d'un fournisseur français. L'écosystème est complet. Quand un vélo Peugeot sort de Beaulieu dans les années 70, il est français de la fourche à la selle. Le cadre est français. Les roues sont françaises. La chaîne est Peugeot fabriquée par C10. Le pneu est Michelin, parfois Volbert. Il n'y a pas un boulon qui ait traversé une frontière. C'est un monde industriel clos, autosuffisant, souverain, et c'est précisément ce monde qui sera démantelé, fournisseur par fournisseur, composant par composant, dans les 2 décennies suivantes. La cantine de midi est un rituel. Dans la tradition française du travail, le repas de la mi-journée n'est pas une pause sandwich avalée debout devant une machine. C'est un repas assis, avec entrée, plat, fromage et dessert. Les ouvriers de Beaulieu mangent ensemble, à des tables de 6 ou 8, dans un réfectoire qui sert des centaines de couverts par service. Le menu du jour est affiché le matin. La nourriture est simple, mais correcte. C'est la cantine d'entreprise française des 30 Glorieuses, pas un restaurant, mais pas non plus le morceau de pain mangé dans l'atelier que les anciens avaient connu. Le comité d'entreprise veille. Les prix sont subventionnés. Et pendant 1 heure, les chaînes s'arrêtent, les outils se posent, et le bruit de fond de l'usine est remplacé par le bruit de fond de la conversation, le seul moment de la journée où le rythme de travail appartient aux hommes et non aux machines. Chapitre 5. Les hommes de Beaulieu. Qui sont-ils ces ouvriers qui font tourner Beaulieu au plus fort des années 70 ? Ils sont 6000 au pic de 1978. 6000 sur le seul site de Beaulieu-Valentinier. À Sochaux, en 1979, 39 103 salariés pointent à l'usine automobile, record absolu. Le pays de Montbéliard tout entier est saturé d'industrie. On ne cherche pas du travail ici. Le travail vient vous chercher. La main-d'œuvre est composite. Il y a les fils et les petites-filles des ouvriers Peugeot du début du siècle, des familles du Doubs, du territoire de Belfort, du Haut-Rhin, pour qui Peugeot est le destin naturel, le prolongement d'une vie qui commence à l'école communale et finit à la retraite, dans la même vallée, avec la même fiche de paie signée du même nom. Il y a les ouvriers venus d'autres régions de France, attirés par le plein emploi et les logements d'entreprise. Et il y a les immigrés. En 1976, les ouvriers étrangers représentent 17% de l'embauche totale chez Peugeot. Parmi eux, 28% de Yougoslaves, 20% de Turcs, 18% d'Algériens, 12% de Marocains, 11% de Portugais. Sur les chaînes de Beaulieu se côtoient bande des jeunes ouvriers spécialisés français et des immigrés de plusieurs origines, assemblant le même 103, touchant le même cadre, vissant les mêmes boulons. C'est la réalité de l'industrie française des années 70. Une réalité que les discours sur les 30 Glorieuses oublient sabordis souvent, mais que les chaînes n'oublient pas. Les conditions de ces travailleurs immigrés ne sont pas les mêmes que celles des Français. 5000 des 10 000 immigrés de Sochaux possèdent une carte de travail qui leur interdit de chercher un emploi ailleurs. 4000 au moins sont sous contrat annuellement renouvelable. Chaque année, l'incertitude. 1200 Algériens et Marocains transitent par l'agence d'intérim Nota, dirigée par la Confédération française du travail, le syndicat Maison. Ce système est un verrou. Les immigrés travaillent, les immigrés produisent, les immigrés ne protestent pas, ou pas aussi facilement que les Français, parce que la précarité de leur statut est un bâillon plus efficace que n'importe quel règlement intérieur. Le dialogue social à Beaulieu et à Sochaux n'est pas un long fleuve tranquille. Il éclate régulièrement. Mai-juin 1968, grève longue à Sochaux, drapeau rouge hissé sur le building, occupation de l'usine. Le 11 juin, à l'aube, CRS et garde mobile évacuent le site. 2 ouvriers sont tués, Pierre Bello et Henri Blanchet, 150 blessés. 2 morts pour une revendication salariale, dans une usine qui tourne à plein, dans un pays en pleine croissance. Les noms de Bellotte et Blanchet sont inscrits dans la mémoire ouvrière du pays de Montbéliard comme ceux de martyrs. Et ils le sont. Ils sont morts devant les grilles de leur lieu de travail, abattus par les forces de l'ordre envoyées protéger les intérêts de l'entreprise qui les employait. Mais entre les éclats,
La vie quotidienne du pays de Montbéliard est structurée par Peugeot avec une minutie de maître d'œuvre. Le paysage urbain est un manuel de paternalisme industriel. Environ 80 cités ouvrières recensées sur le seul pays de Montbéliard. La cité des Ravrottes à Valentigney, longue caserne de 1860 avec lavoir et four à pain commun. La cité jardin des Longines, plus moderne, plus aérée. La cité du Maroc, la cité du Congo, la cité du Tonkin à Sochaux, la toponymie coloniale ne ment pas sur l'état d'esprit. 509 logements bâtis entre 1918 et 1929, destinés aux ouvriers immigrés des colonies. Les hôtels numéro 1 et numéro 2 de Sochaux abritent dortoirs et chambres de célibataires. En 1938, l'entreprise gère 870 habitations en cité-jardin et 1600 logements pour célibataires. Peugeot ne se contente pas de fournir du travail. Peugeot fournit le toit, le lit, le réfectoire, le médecin, l'école, le stade. C'est un système total, généreux par endroits, étouffant par d'autres. Les magasins ravitaillent les familles ouvrières jusqu'en 1983. Des coopératives alimentaires liées à l'entreprise, où l'on achète son pain, sa viande, ses conserves, à des prix inférieurs au marché. Le football club Sochaux-Montbéliard, fondé en 1928 par Jean-Pierre Peugeot, joue chaque dimanche pour la cité. Un club de football d'entreprise devenu professionnel, dont les exploits en Division 1 rappellent aux ouvriers que leur usine ne produit pas seulement des voitures et des mobylettes, mais aussi des victoires. Le comité central d'entreprise gère colonies de vacances, centres de loisirs, voyages, les fameuses colos Peugeot, où des milliers d'enfants d'ouvriers passent leurs étés entre mer et montagne, encadrés, nourris, logés, aux frais de l'entreprise. C'est un monde complet, un monde clos, un monde qui a son propre rythme, ses propres rites, ses propres frontières, et qui, pour les hommes et les femmes qui y vivent, constitue non pas un simple emploi, mais une civilisation. Chapitre 6. Le roi du deux roues français. Au début des années 70, les chiffres de Peugeot Cycle et Motocycle forment une litanie de domination. Il faut les poser un par un, parce que c'est leur accumulation qui donne la mesure de ce qui sera perdu. 1973, la SACP atteint 786 137 cyclomoteurs produits en une année. Peugeot est numéro 1 français, devant Moto Bécane, le rival historique, l'autre clan, la mobilette contre le 103. 150 000 unités sont exportées, soit 40% des exportations françaises du secteur. Peugeot Motocycle ne se contente pas de dominer la France. Il exporte la France. 1974, 550 000 Peugeot 103 vendus sur le seul modèle, 3 ans après son lancement. Un demi-million de machines identiques, chacune portant le même moteur Padovani, le même cadre poutre, le même variateur. Un demi-million d'adolescents français qui, à 14 ans, reçoivent les clés de leur premier 103, la SP en vert métallisé, la SPR en bleu, la MVL utilitaire en noir, plus tard la Chrono, la SPX, la RCX à refroidissement liquide. C'est un objet de civilisation, c'est le premier véhicule autonome d'une génération entière. 1975, Peugeot détient 27,3% du marché français du vélo. Plus d'un vélo sur 4 vendu en France porte le lion. 1977, Peugeot dépasse Moto Bécane sur le cyclomoteur. Le duel est tranché. Le 103 a tué la mobilette, du moins commercialement. 1980, le record absolu côté bicyclette. 865 000 vélos produits, dont 458 000 pour la France, soit 19,5% du marché national. Plus de 500 modèles au catalogue. Depuis ses débuts, Peugeot a vendu près de 20 millions de vélos. 20 millions de cadres estampillés du lion. De la bicyclette de dame de 1890 aux demi-courses de l'étudiant de 1980, en passant par le PX10 du professionnel et le vélo enfant à petite roue que le père achète chez le quincaillier. Le 103, pendant ce temps, est devenu bien plus qu'un cyclomoteur. Il est devenu un objet culturel. L'âge de 14 ans, c'est le rite de passage.
premier moyen de transport autonome, premières virées en bande, premier retour nocturne sur les petites routes départementales, phare jaune troué la nuit noire. Renault chante « Place de ma mob » sur l'album de 1977. Les films ancrent la machine dans la mémoire collective. Les Sous-doués de Claude Zidi en 1980. Marche à l'ombre de Michel Blanc en 1984. Plus tard, la trilogie Camping de Fabien Onteniante. Patrick Chirac sur sa 103 SP biplace. Le tuning devient un art populaire. Kit Polini ou Malossi, Pot Bidalo, carburateur 15 mm Delorto. On ne conduit pas un 103, on le bricole, on le personnalise, on le pousse au-delà de ses 45 km/h réglementaires, on lui donne un son, une personnalité, un nom parfois. La mobilette 51 de Motobécane est le rival, le clan adverse dans les cours de lycée. Mais c'est le 103 qui gagne le cœur du plus grand nombre. Production cumulée de la mobilette, plus de 14 millions d'unités entre 1949 et 1997. Production cumulée du seul 103 sur 46 ans. Plus de 3 millions d'exemplaires. Le deux roues Gramti 49,9 cm3 de temps, le plus fabriqué au monde. Voilà ce que Beaulieu représente à la fin des années 70. Une usine qui emploie 6000 personnes. Un cyclomoteur qui a conquis une génération. Un fabricant de vélos qui détient un quart du marché national. 10 Tours de France gravés dans le palmarès. Un maillot à damier reconnu dans le peloton du monde entier. Une filiale de chaîne de bicyclettes qui domine le marché mondial. Un écosystème de fournisseurs français, Stronglite, Simplex, Mafac, Rigida, Mavic, C10, qui forment une grappe industrielle sans équivalent. Et une dynastie, les Peugeot, dont le nom est inscrit sur les grilles de Beaulieu depuis 1853. Chapitre 7, l'apogée, ou le sommet avant la chute, 1978. C'est l'année qu'il faut retenir. L'année où tout est au plus haut et où personne, dans les ateliers de Beaulieu, ne peut imaginer que l'histoire est en train de basculer. 6000 ouvriers sur le site Beaulieu-Valentigney, record absolu. À Sochaux, 39 103 salariés à l'usine automobile. Record absolu là encore. Le pays de Montbéliard n'est pas une région industrielle. C'est une ville-usine à ciel ouvert, un territoire entièrement façonné par une seule famille, une seule marque, un seul lion. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'alternative. Il y a Peugeot et il y a le reste, mais le reste, dans le pays de Montbéliard des années 70, ne pèse rien. 2 ans plus tôt, en 1976, un événement s'est produit dont les conséquences mettront une décennie à se déployer pleinement. Création de PS à Peugeot-Citroën, après la prise de contrôle de Citroën en difficulté. La famille Peugeot, Pierre Peugeot, Roland Peugeot, a mis la main sur Citroën pour sauver un concurrent français de la faillite. L'acte est patriotique, industriellement logique, financièrement risqué. Mais il change tout. Parce que dans un groupe devenu PSA, la hiérarchie des priorités est claire. D'abord l'automobile, ensuite tout le reste. Et le reste, ce sont les cycles, les cyclomoteurs, les moulins à café qui ne se fabriquent plus, les outils qui ne se fabriquent plus, les baleines de corset qui ne se fabriquent plus. Tout ce que Peugeot a été avant d'être un constructeur automobile, tout ce que Beaulieu a incarné depuis 1853, en 1978, les cycles Peugeot vont encore battre des records. Le chiffre d'affaires est solide, les exportations tournent, les équipes sportives portent le maillot à damier sur toutes les routes d'Europe. L'usine de Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, achetée en 1974, est devenue le second site cycliste du groupe, une expansion qui montre que Peugeot croit encore à son vélo. La direction PSA est aux mains de Jean-Paul Paraer, directeur général de 1977 à 1984. Les investissements automobiles sont la priorité. Le deux roues peut attendre. Et le deux roues attend. C'est là, dans cette attente, dans cette relégation au second plan, que la chute commence. Pas par un coup d'éclat, pas par une catastrophe, par une lente, méthodique, imperceptible perte de rang. La direction regarde ailleurs. Les budgets vont ailleurs. L'avenir est ailleurs.
Et Beaulieu, au sommet de sa puissance, avec ses 6000 ouvriers, ses 700 000 cyclomoteurs, ses 865 000 vélos, ne le sait pas encore. C'était l'apogée, le point le plus haut, le moment où la courbe atteint son sommet et où, pour une fraction de seconde, elle ne monte plus et ne descend pas encore. Debout sur ce sommet, personne à l'intérieur de ces murs ne pouvait voir le monde qui allait se refaire autour d'eux. La concurrence japonaise qui aiguisait ses chaînes. Le législateur qui préparait ses décrets. Les dirigeants automobiles qui, dans les bureaux de la direction générale, commençaient à considérer le deux roues non plus comme un patrimoine, mais comme un coût. Ce qui suit, c'est l'histoire de 11 décisions prises sur 39 ans. Aucune n'aurait suffi seule à détruire ce qui avait été bâti en un siècle. Toutes ensemble, elles l'ont fait. Chapitre 8. Le vent. Tourne, le premier coup ne vient pas de l'intérieur. Il vient de l'extérieur, de partout à la fois, et il frappe si progressivement que ceux qui le reçoivent ne le reconnaissent pas immédiatement comme un coup. La concurrence asiatique, d'abord. Shimano, fondé à Sakai, au Japon, en 1921, a passé l'après-guerre à perfectionner ses dérailleurs, ses pédaliers, ses moyeux. Dans les années 70, Shimano arrive sur le marché européen avec des composants moins chers, aussi fiables et produits en série à des volumes que les artisans français ne peuvent pas d'égaler. Stronglight, le fabricant de pédaliers de Saint-Étienne qui équipait les PX10 de Peugeot, voit ses parts de marché fondre. Simplex, le fabricant de dérailleurs de Dijon, commence à perdre du terrain. Mafac, les freins de Saumur, ne tient plus les prix. Rigida, les jantes de Troyes, vacillent. Un par un, les fournisseurs qui formaient la grappe industrielle française du cycle, cette constellation de PME familiales qui alimentait Beaulieu et Romilly en composant Tellart souverain, sont attaqués, affaiblis, rachetés ou liquidés. Quand un vélo Peugeot sortait de Beaulieu en 1975, il était français du cadre à la selle. 10 ans plus tard, le cadre est encore français, mais le dérailleur est japonais, le pédalier est japonais, les plateaux sont japonais. L'écosystème se vide par les extrémités. Taïwan prend le relais. À partir du début des années 80, l'île produit des cadres en acier puis en aluminium, à des coûts que les usines françaises ne peuvent pas atteindre. La Chine viendra ensuite, avec des volumes encore supérieurs et des prix encore plus bas. Le cycle de la délocalisation est classique. D'abord les composants, puis les sous-ensembles, puis les cadres eux-mêmes. Ce qui reste en France, c'est l'assemblage, la peinture, le montage, l'étiquetage. Le geste final, le plus visible, le moins qualifié. La grande distribution ensuite. Auchan, Carrefour, Decathlon naissent ou explosent dans les années 70 et 80. Ils tirent l'entrée de gamme vers le bas. Un vélo à 300 francs chez Decathlon, c'est un vélo Peugeot en moins chez le quincaillier du centre-ville. Le réseau de distribution traditionnel des cycles Peugeot, les détaillants indépendants, les petits marchands de cycles, est pris en étau entre la grande surface et l'importation directe. Le prix devient le premier critère d'achat. La marque, le second, le lieu de fabrication, le dernier. La révolution Saint-TT arrive des États-Unis vers 1981 et touche la France au milieu de la décennie. Le vélo tout-terrain exige des cadres différents, des géométries nouvelles, des suspensions, des freins à disque, une R et D que PSA ne financera pas. Peugeot sera en retard sur le VTT. Toujours en retard. Pas assez pour disparaître, mais assez pour perdre la course de l'innovation au moment précis où l'innovation décide de tout. Côté cyclomoteur, les coups législatifs se succèdent avec la régularité d'un métronome administratif. Septembre 1970. Limitation de vitesse à 45 km/h. Décembre 1975. Confirmation. 1er octobre 1976. Casque obligatoire hors agglomération. Janvier 1980. Casque obligatoire partout. Même mois. Interdiction de vente des cyclos à boîte de vitesse non automatique. Ce décret élimine les concurrents étrangers comme Zundap, Gitane, Testi, Flandria et conforte le couple Peugeot Motobécane. Mais il conforte un marché qui rétrécit. Chaque décret ôte un peu de liberté, un peu de frisson,
Un peu de ce que le 103 représentait pour un adolescent de 14 ans. L'évasion sans casque, sans plaque, sans règlement. Le marché français passe d'1 million de cyclomoteurs vendus par an au milieu des années 70 à une fraction de ce chiffre, une génération plus tard. En 1981, le rival historique tombe. Motobécane fait faillite. Repris en 1983 par Yamaha sous le nom MBK, le constructeur de Pantin perd son identité française. La même année, Renault revend Micmo Gitane sous Georges Besse pour renflouer ses caisses. En quelques mois, les deux grands rivaux français de Peugeot dans le deux roues ont été liquidés ou vendus à l'étranger. Peugeot reste debout, mais debout dans un paysage qui se vide, comme le dernier arbre dans un champ après la tempête. La solitude n'est pas une victoire. C'est le signe qu'il n'y a plus de forêt. À la tête de PSA, Jacques Calvet succède à Jean-Paul Parère en 1984. Calvet est un financier, ancien directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing au ministère des Finances. Son mandat est clair, redresser les comptes du groupe après l'absorption coûteuse de Citroën et de Chrysler Europe. Tout ce qui n'est pas automobile est un luxe. Et les cyclomoteurs, les motos, tout ce que Beaulieu représente depuis 130 ans ne sont pas de l'automobile. Chapitre 9. Les décisions qui ont tout défait. Première partie. La première décision est symbolique. 1986, retrait de l'équipe cycliste Peugeot du Tour de France. William Deshazard, de Montgaillard, directeur général, annonce la fin du parrainage. La raison invoquée ? Le budget, 1 060 000 francs, est épuisé en cours de saison. 1 060 000 francs. C'est le prix d'un appartement correct à Paris. C'est le prix de quelques secondes de publicité télévisée. C'est le prix auquel PSA a évalué 85 ans de présence dans le peloton professionnel, 10 victoires au Tour de France, le maillot à damier le plus célèbre du cyclisme mondial. Z, marque de vêtements pour enfants du groupe Zanier, devient sponsor titre dès 1987. Peugeot reste co-sponsor jusqu'à fin 1999, puis disparaît. Greg LeMond gagnera le Tour 1990 sous maillot Z. La dernière flamme directe de l'héritage Peugeot sur les routes du Tour. La deuxième décision est comptable. 1986-1987, fusion d'acier et outillage Peugeot avec cycle Peugeot pour former ECIA, équipement et composants pour l'industrie automobile. Le nom dit tout. Composants pour l'industrie automobile. Pas pour le cycle, pas pour le motocycle. L'automobile. Les cycles sont absorbés dans un équipementier coté en bourse dont la vocation est de servir PSA. 3 conséquences s'enchaînent avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Premièrement, les activités cycle et motocycle sont juridiquement séparées. Peugeot Motocycle devient une entité distincte. Deuxièmement, la fabrication des bicyclettes quitte le Doubs. À partir de 1987, toute la production vélo est concentrée à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, à 600 km de Beaulieu. La société Cycle Peugeot, immatriculée à Mandeur, est officiellement fermée le 1er janvier 1987. Troisièmement, le savoir-faire cycliste, désormais perçu comme accessoire, devient un actif négociable, une marque à louer. Il n'y aura pas de plan social spectaculaire à Beaulieu. Pas de manifestation devant les grilles, pas de banderole CGT sur le portail. La main-d'œuvre est redéployée sur le même site vers ECIA, puis vers Forestia, quand ECIA fusionnera avec Bertrand Faure en mai 1998. C'est la grande astuce de la mutation, la même salle, le même portail, le même pointage, mais on ne fabrique plus un vélo. On fabrique un échappement automobile. La même usine, le même bâti, passe de l'industrie cycliste à l'équipement automobile, comme un organe greffé sur un autre corps. L'ouvrier qui soudait des cadres de vélo soude désormais des pots d'échappement. Il a gardé son emploi. Il a perdu son métier. La troisième décision est la première des possessions. 1992, Peugeot accorde une licence d'exploitation des cycles Peugeot en Europe à Bestegui Hermanos, fabricant basque espagnol fondé en 1909. Peugeot et Gitane, jadis rivales,
se retrouve dans une structure baptisée Cycle Europe. Peugeot apporte la marque sous licence. BH apporte les actifs industriels. Le prix de la transaction n'a jamais été rendu public. Les conditions de la licence, durée, royalties, clause qualité, n'ont pas davantage été divulguées. La marque Peugeot Cycle, née en 1882 à Beaulieu, est concédée à un tiers pour un montant que personne ne connaît. 1995, Salvatore Grimaldi, italien émigré en Suède en 1952, prend le contrôle de Monarch Stiga AB, conglomérat suédois coté à Stockholm. 1996, BH revend la totalité de Cycle Europe à Monarch. 1997, Cycle Europe acquiert Bianchi, l'italien, fondé en 1885. Tony Grimaldi, fils de Salvatore, né en 1966 à Köping, devient PDG de Bianchi. 1999, Grimaldi Industries. AB absorbe l'ensemble. Le portefeuille de marques est constitué. Bianchi en Italie, Gitane et Peugeot sous licence en France, Crescent et Monarch en Suède, DBS en Norvège, Kildemos au Danemark, Puch en Autriche. L'empire suédois du vélo a absorbé le patrimoine cycliste français. En 7 ans, la marque Peugeot Cycle est passée de Mandeur à un Espagnol, de l'Espagnol à un Suédois d'origine italienne, et le tout sans que les ouvriers de Romilly, ceux qui soudent encore les cadres, aient eu leur mot à dire. La même année, 1999, sous Jean-Martin Fols, président du directoire de PSA depuis 1997, PSA annonce arrêter l'activité Cycle. L'usine de Romilly est sauvée in extremis par Cycle Europe, qui reprend l'outil industriel, et par le conseil départemental de l'Aube, qui rachète les murs pour les louer. Un élu local le résumera des années plus tard avec une franchise rare. On est passé par des frayeurs quant à l'avenir du site. Des frayeurs. Le mot est faible. 600 ouvriers ont failli se retrouver à la porte parce qu'un constructeur automobile, à Paris, avait décidé qu'un vélo n'était plus dans son périmètre stratégique. Chapitre 10. Les décisions qui ont tout défait. Deuxième partie. Le 30 novembre 2006, le dernier Peugeot 103 fabriqué en France sort des chaînes de Mandeur. 35 ans de production locale, plus de 3 millions d'exemplaires. Fin. Le 103 continuera d'être produit en Chine, à Jinan, dans l'usine de Jinan Qingxi, partenaire de Peugeot depuis le 28 octobre 2006, dans une joint venture 50-50. Les Kisby, les Django, les Citystar, les Ludix, destinés à l'Europe, seront montés là-bas. Mais le 103 français, celui qui sentait l'huile de Beaulieu, et la peinture des cabines de Mandeur, celui dont le cadre avait été soudé par des mains qui habitaient à 10 minutes de l'usine, celui-là n'existe plus. Décembre 2012, fermeture de l'usine moteur de Dannemarie, dans le Haut-Rhin, 140 salariés. Le plan global supprime 200 postes. Peugeot Motocycle ne fabrique plus ses propres moteurs en France. C'est un équarrissage méthodique. D'abord les vélos à Romilly, puis les moteurs à Dannemarie. Bientôt l'assemblage lui-même réduit au minimum. Puis vient le coup le plus lourd. 7 octobre 2014, sous Carlos Tavares, arrivé en mars de la même année à la tête de PSA. Annonce de la cession de 51% de Peugeot Scooter au groupe indien Mahindra et Mahindra. Closing en janvier 2015, montant 28 millions d'euros, dont 15 millions d'augmentation de capital réservée souscrite par Mahindra. PSA conserve 49% et concède un contrat de licence d'utilisation de la marque Peugeot pour 50 ans, jusqu'en 2064. 50 ans. Un demi-siècle de royalty sans risque industriel. Les exekstondset, les réactions syndicales sont d'une lucidité sans phare. Cyril Luquette, CFDT. S'ils avaient voulu garder la marque, ils auraient conservé 51%. C'est quasiment la fin. Dorian Chognard, CGT. PSA voulait se séparer du deux roues, c'est Mahindra qui nous donnera le coup de grâce. Les délégués voient ce que les communiqués de presse dissimulent. Quand on vend 51%, on ne vend pas une part. On vend le pouvoir. Le reste n'est qu'une position d'attente. L'attente ne dure pas longtemps.
25 octobre 2019. PSA cède ses 49% restants à Mahindra. Montant non divulgué, Peugeot Motocycle devient indien à 100%. La logique pour Tavares est implacable. Recentrage automobile, désendettement, préparation de la fusion avec Fiat Chrysler, annoncée fin 2019, effective janvier 2021 sous le nom de Stellantis. Les motocycles ne sont plus stratégiques. Ils ne l'ont jamais été dans l'esprit des dirigeants automobiles. Ils ont été tolérés, puis marginalisés, puis vendus. Mais 2017, entre les deux sessions, retrait définitif du Peugeot 103 Vogue du catalogue européen, victime de la norme Euro 4 qui tue le 2 temps 50 cm3. 46 ans de carrière, plus de 3 millions d'exemplaires. La machine de toute une génération française, effacée du catalogue par un règlement européen sur les émissions polluantes. En 1974, 550 103 vendus en une année. En 2015, 550 Peugeot 103 Vogue vendus en France. 1000 fois moins, à 41 ans d'écart. Sous Mahindra, la trajectoire continue de descendre. Frédéric Fabre dirige le plan Performance 2020. Il y a une aventure sportive, retour en Moto3 en 2016, victoire à Brno. Mais en juillet 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi est annoncé. 90 postes supprimés, 113 départs. Effectif cible, 287 salariés contre 400 à l'ouverture du plan, 500 en 2014, 650 avant 2012. L'usine ne tourne plus qu'à mi-régime, 9 jours de production seulement en novembre-décembre 2018. Costantino Sambouis, ancien de Piaggio, succède à Fabre le 25 juillet. 10 novembre 2022, nouveau propriétaire. Mahindra annonce à l'EICMA de Milan la cession à Mutares SE et compagnie KGaA, fonds d'investissement allemand basé à Munich, fondé en 2008 par Axel Geuer et Robin Leck. Closing le 1er février 2023. Mutares acquiert 50% du capital et 80% des droits de vote. Mahindra conserve 50%. Chiffre d'affaires déclaré, environ 140 millions d'euros. Effectif, environ 330 salariés à Mandeur. Mutares est une holding cotée à Francfort. Stratégie buy, fix, sell. Acquisition de PME en situation spéciale. Restructuration, revente. Plus de 50 sociétés acquises depuis sa création. En septembre 2024, le fonds activiste anglais Gotham City Research publie un rapport de 54 pages mettant en cause sa comptabilité. Le qualificatif de fonds vautour revient dans les milieux syndicaux. Mutares conteste. Sous Mutares, la valse des dirigeants reprend. Sébastien Mas, président à partir de février 2023. Eric Apod, CEO du 19 juin 2023 au 6 mai 2024. Départ pour projet personnel dans le Gard. Moins d'un an de mandat. Sébastien Mas reprend. 22 novembre 2024, Laurent Lilti, arrivé comme directeur marketing en 2022, devient directeur général. 2 décembre, Thibaut Meguerdidjian, de Mutares, succède à Mas à la présidence. En 3 ans, 4 configurations de direction. Chaque changement de nom sur la porte du bureau du PDG est un signal envoyé aux ouvriers de l'atelier. Personne ne reste assez longtemps pour comprendre ce qu'il dirige. L'effectif glisse en silence. De 330 salariés à l'arrivée de Mutares en 2023 à 245 au printemps 2026. 50 emplois perdus sans plan social formel. Dispositif d'attrition par rupture conventionnelle, départ volontaire, non-remplacement. Paul Christman, délégué CGT à Mandeur, le résume avec une phrase qui dit tout. Les gens sont dégoûtés, et ils partent d'eux-mêmes. Pas besoin de plan social quand le découragement fait le travail. 2 millions d'euros investis par Mutares pour le restylage du Pulsion Evo. Paul Christman tempête. Il en faudrait au minimum 5 millions de plus. L'investissement est une fraction de ce qu'il faudrait. C'est le geste d'un propriétaire qui entretient juste assez pour revendre, pas assez pour construire. Chapitre 11. L'effondrement silencieux.
Il n'y aura pas de date unique de l'effondrement, pas de dernier jour dramatique, pas de sirène finale, pas de portail refermé devant une foule en larmes. L'effondrement de Peugeot Cycle et Motocycle à Beaulieu est un effondrement silencieux, une série de coups feutrés étalés sur 40 ans, chacun suffisamment discret pour ne pas provoquer de scandale, tous ensemble suffisamment dévastateurs pour vider une usine de 6000 ouvriers. 1er janvier 1987, fermeture officielle de la société Cycle Peugeot SACP à Mandeure. Les ouvriers ne sont pas licenciés, ils sont redéployés, le mot est propre. La réalité l'est moins. 1986, retrait de l'équipe cycliste. 1992, licence à BH. 1999, annonce d'arrêt cycle. 30 novembre 2006, dernier 103 français. Décembre 2012, fermeture de Danemarie. Mai 2017, disparition du Vogue. Octobre 2019, sortie totale de PSA. 11 décisions sur 39 ans, chacune présentée comme rationnelle, chacune accompagnée d'un communiqué de presse rédigé dans la langue de la stratégie d'entreprise, chacune irréversible une fois empilée avec les autres. Les démolitions sur le site historique de Beaulieu se succèdent entre 1986 et 2015. Le building des bureaux administratifs disparaît dans les années 2010. Le dernier grand bâtiment historique tombe entre 2013 et 2015. Là où se dressait l'usine de 1853, là où Armand Peugeot avait lancé le Grand Bi en 1886, là où 6000 ouvriers arrivaient chaque matin en 1978, des pelleteuses ont fait en quelques semaines ce que les crises, les guerres et les inondations n'avaient pas réussi en 160 ans. En 2015, la ville de Mandeure a planté une statue de Grand Bi sculptée à l'entrée des friches. Un cénotaphe en métal, figé dans l'air du Doubs, signal d'une mémoire qu'il a fallu décider de fixer parce qu'elle s'évanouissait des chaînes. C'est un geste de dignité et un aveu d'impuissance. Les voix ouvrières sont rares mais précises. Bruno Lemerle, délégué CGT à Sochaux de 1979 à 2016, 37 ans de mandat syndical dans l'ombre du lion. Christophe Dominguez, leader de la grève de la Forge de Mulhouse en septembre-octobre 1989. Cette semaine de grève, la plus longue de l'histoire de Sochaux et Mulhouse, déclenchée par la carrosserie de Sochaux pour 1500 francs d'augmentation pendant que Jacques Calvet, PDG, venait de s'octroyer 46% de hausse. Issue, 22 francs sur les bas salaires, 200 licenciements à Mulhouse. Dominguez n'a jamais été réintégré. Laurent Schluck, directeur des opérations à Romilly, 27 ans d'ancienneté, a vu la production tomber de 450 000 vélos par an dans les années 1987-1988 à environ 120 000 en 2023. Il a vu les cadres arriver de Taïwan, puis de Chine, en conteneurs. Il a vu l'usine passer de la fabrication à l'assemblage, de l'industrie à la logistique décorée. Le syndicaliste Philippe Marchaud, délégué CGT trotskiste à Sochaux, s'était suicidé en 1980 après 72 sanctions en 2 ans et demi. 72 sanctions, c'est une sanction tous les 12 dates, c'est que ce 12 jours. C'est un harcèlement institutionnel déguisé en discipline d'entreprise. Le nom de Marchaud n'apparaît dans aucun communiqué de la direction. Il apparaît dans la mémoire syndicale comme ce qu'il est, un homme broyé par un système qui punissait ceux qui le contestaient. Chapitre 12. Les ruines et ce qui pousse. Après aujourd'hui, le site de Beaulieu se compose d'une mosaïque d'héritiers qui n'ont plus rien en commun avec le monde qui les a précédés. Peugeot Motocycle, environ 250 salariés en 2026, 8000 scooters par an, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Forestia Industrie, échappement, environ 310 salariés et une centaine d'intérimaires. Fuji Autotech France, colonne de direction, entre 350 et 550 salariés selon les périodes. Une papeterie historique de 1883 subsiste au bord du Doubs. Total, autour d'1 millier d'emplois sur un complexe qui en comptait 6000 en 1978. Une division par 6. Et le millier qui reste ne fabrique pas ce que les 6000 fabriquaient.
Les cités du Maroc et du Congo ont été démolies. À leur place, l'écoquartier de la Savoureuse, opération de logement qui porte le nom de la rivière et non plus celui des colonies. Le basculement toponymique dit l'essentiel. On est passé du pays de Peugeot au pays après Peugeot. Mandeure est passé de plus de 5500 habitants en 1968 à 4795 en 2020, moins 13,6%. Montbéliarville, environ 25 300 habitants en 2025, en baisse continue. Chômage du pays de Montbéliard, 10,1% au quatrième trimestre 2024. Part de la population au chômage à Montbéliarville, 14,8% contre 8% en moyenne nationale. Revenu moyen, 18 600 € contre 20 590. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils sont le relevé clinique d'un territoire dont l'employeur principal a décidé, décision après décision, décennie après décennie, de faire fabriquer ailleurs ce qu'il faisait fabriquer ici. Le 5 mars 2026, une dernière nouvelle tombe. Mutares annonce avoir reçu une offre irrévocable de l'équipe dirigeante pour le rachat de 100% de Peugeot Motocycles. Closing prévu au deuxième trimestre 2020. Laurent Lilti, PDG, plus de 50%. Pour Samir Abderrahman, directeur financier, environ 25%. Arnaud Stimfling, DRH, environ 25%. Engagement. Maintien du site demandeur, des 245 emplois, montés à 8000 scooters par an, nouveau modèle pour 2027 ou 2028. Pour la première fois depuis 12 ans, Peugeot Motocycles repasse sous pavillon français. Avec très peu de capital, 100 000 € annoncés côté repreneur. La CGT redoute une rapide cessation de paiement. La marque Peugeot Vélo sous Rebirth depuis octobre 2024 tente une relance industrielle à Romilly. 150 salariés repris. 12 millions € d'investissement annoncés. Nouvelle usine sur le parc Aéromia livrable en décembre 2026. Objectif, 200 000 à 250 000 vélos par an. Les cadres restent asiatiques. Le lion est dessiné en France, il est de forger ailleurs. Au musée de l'aventure Peugeot, à Sochaux, 7000 m² d'exposition, plus de 200 véhicules, des moulins à café du 19e siècle au concept car en passant par les 103 et les PX10. 50 000 à 60 000 visiteurs par an. Des retraités bénévoles, anciens ouvriers Peugeot, guident les visiteurs et restaurent les véhicules dans les ateliers du musée. Hervé Charpentier, conservateur, et Xavier Crespin, directeur, animent une infrastructure de mémoire qui dépend de la bonne volonté d'hommes dont les mains se souviennent encore du geste, même si les chaînes ne tournent plus. Plus de 600 000 Peugeot 103 sont encore présents en France en 2022. On les bricole dans des garages, on les restaure dans des clubs, on les électrifie parfois. Émilien Wolf, dans le Bas-Rhin, a électrifié une 103 VS de 1971. La passion ne faiblit pas. Ce qui faiblit, c'est l'industrie qui la nourrit. Chapitre 13. Ce qui reste, voici ce qui reste. Un grand bis sculpté à l'entrée d'une friche. 250 salariés là où il y en avait 6000. Un scooter assemblé à Mandeure avec un partenaire chinois. Un vélo assemblé à Romilly avec des cadres taïwanais. Un contrat de licence qui court jusqu'en 2064, par lequel Stellantis prête son nom contre redevance, sans assumer aucun risque industriel. Un musée où des anciens ouvriers bénévoles guident des visiteurs devant les machines qu'ils ont fait tourner pendant 30 ans. Un maillot à damier noir et blanc qui n'a plus été porté en compétition depuis 1986, mais qui reste, pour des millions de Français, l'image même du cyclisme. Et un management buyout en mars 2026, porté par 3 cadres avec 100 000 € et des engagements que la CGT regarde avec un mélange d'espoir et de méfiance. C'est peut-être un nouveau départ. C'est peut-être un sursis. C'est, dans tous les cas, un geste. Le geste de 3 hommes qui refusent de remettre les clés de Mandeure à un 6e propriétaire en 12 ans. Il y a 2 leçons dans cette histoire, et elles ne sont pas celles qu'on enseigne dans les écoles de commerce. La première,
La décision de désinvestir n'a jamais été un choc unique, mais une série de micro-signatures sur des décennies. Calvet, en 1986, retire le sponsoring cycliste. En 1987, l'outil cycle quitte Beaulieu. En 1992, la licence à BH. En 1999, l'annonce d'arrêt par Fols. En 2014, la cession à Mahindra. En 2019, le retrait total. En 2023, Mutares. 11 décisions sur 39 ans. Chacune réversible au moment où elle a été prise. Irréversible une fois empilée avec les autres. La seconde, la propriété de la marque a été soigneusement conservée. PSA puis Stellantis n'ont jamais vendu le nom Peugeot. Ils ont vendu les usines, les ouvriers, les machines, les savoir-faire, les brevets. Mais le nom, ils l'ont gardé et ils le louent. Le lion comme actif intangible, l'usine, les ouvriers et les machines comme coût à externaliser. C'est l'aboutissement d'une logique que les ouvriers de Beaulieu avaient comprise bien avant les analystes financiers. Une dynastie protestante du pays de Montbéliard a transformé son moulin en empire industriel. Elle a inventé, à Beaulieu, le premier vélo de série français. Elle est devenue maître mondiale du cyclomoteur populaire. Elle a remporté 10 Tours de France. Elle a employé 6000 ouvriers dans une seule usine. Puis, pièce après pièce, décision après décision, les dirigeants automobiles ont tout démonté. Il reste, à Mandeur, sur la rue du 17 novembre, une poignée de cadres et d'ouvriers qui refusent encore de remiser la bête. Le lion ne rugit plus. Mais il n'est pas mort. Pas encore. Et dans les garages du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, des milliers de 103 attendent que quelqu'un tourne la clé.